Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel pour cette émission consacrée au désir. Le désir féminin est-il vraiment inférieur à celui des hommes? Est-ce qu'ils ont vraiment des besoins? Pour les insulter, on dit des femmes qu'elles sont mal baisées et la culture pop laisse entendre que quand elles disent non, elles disent en fait un peu oui, mais sans l'assumer vraiment. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien, on en parle avec mes invités. Catherine Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, sexologue, autrice de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont La sexualité des femmes n'est pas celle des magazines. Merci d'être avec nous. Et puis Emma Becker, vous êtes autrice, vous avez signé plusieurs ouvrages aussi qui parlent beaucoup de sexualité, mais plutôt d'un point de vue sociétal et fictionnel. Mais pas toujours. Il y a Le Mal Joli qui raconte la vie sexuelle de votre personnage, vous, et puis La Maison qui raconte votre expérience qui s'est étendue sur 2 années dans une maison close à Berlin. Merci beaucoup également pour votre présence. Catherine Blanc, je me trouve vers la spécialiste du sexe que vous êtes. Vous dites que la sexualité des femmes n'est pas celle des magazines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on se construit avec des injonctions culturelles, héritées d'abord dans notre famille, puis dans l'environnement qui est le nôtre. Et puis les magazines sont toujours pleins d'injonctions d'être belle, d'être disponible, d'être performante. Et inévitablement, nous nous collons les unes et les autres sur cette idée que c'est ça le modèle de la sexualité féminine et qu'il nous faudrait être de ce rendez-vous-là pour être de notre groupe de femmes. Et justement, j'avais envie de dénoncer toutes les idées reçues qui étaient autour de ça et qui empêchent finalement les femmes de se construire à leur rythme, avec leur spécificité d'érotisme, avec leur spécificité fantasmatique, et ne pas les réduire à ce que une rédac chef aura eu comme idée du jour, ou un parisianisme pour toute une société française. Pouvoir se donner le droit de grandir dans sa sexualité, se l'approprier. Dans votre expérience professionnelle, plus de 30 ans en cabinet, est-ce que vous diriez que les femmes ont effectivement moins de désir que les hommes ? Alors non, les femmes ont autant de désir que les hommes, mais le rythme du désir n'est pas le même, et la compréhension que nous avons du désir et l'autorisation que nous avons d'exprimer notre désir n'est pas le même. Une femme a inévitablement des moments physiologiques où elle est bousculée, des temps de règles, des temps différents, des temps d'ovulation qui ne font pas le même pulsionnel. Il y a des moments après les accouchements où elle produit de la prolactine, qui est une hormone anaphrodisiaque, pour pouvoir être disponible pour son bébé, tandis que les hommes ont l'avantage d'une grande constance. Alors c'est un grand avantage, mais qui leur cause du tort, parce que dans cette constance, ils ne s'interrogent jamais. Donc ils ne remettent jamais l'ouvrage sur le métier pour re-questionner le désir et peuvent être assez mécaniques. Donc c'est fait des différences de rythme, mais pas pour autant des différences d'intensité et de présence chez l'un et chez l'autre. On a une partie de la réponse. Emma Becker, vous assumez totalement votre sexualité, vous la revendiquez, vous avez travaillé dessus, aussi bien fictionnellement que dans la vraie vie. Pour vous, est-ce que les femmes ont moins de désir que les hommes ? Non, je dirais qu'elles en ont peut-être dans une certaine mesure un peu plus. Je pense qu'il y a, c'est mon avis, un surcroît d'imagination sexuelle chez les femmes qui aurait pu être généré aussi par le fait que très longtemps, notre sexualité a été empesée de tout un tas d'injonctions, d'interdits, et que finalement notre espace de liberté à nous était aussi l'imagination. J'ai découvert, moi, quand j'ai travaillé effectivement un certain temps en maison close, il était plus facile pour moi de m'abandonner et de jouir physiquement avec un homme qui ne m'inspirait strictement rien, c'est-à-dire même pas une quelconque attirance. Parce que soudain, cette pression de plaire à cet homme et de performer un acte sexuel parfait s'effondrait. Et je pense que cette intellectualisation du plaisir et du sexe est ce qui empêche aussi les femmes de pouvoir jouir librement et facilement comme les hommes semblent y arriver. Quand on dit que les hommes ont plus de désir que les femmes, est-ce que vous le ressentez comme une fable ou un avertissement sur attention, les garçons des désirs, tu es désormais une proie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je le ressens comme une infantilisation des hommes, c'est-à-dire qu'avec cette idée que le désir des hommes, on ne peut rien faire contre, il faut le satisfaire, les hommes se sont mis dans une perpétuelle position d'enfant, limite un petit peu, d'enfants limités, c'est-à-dire de perpétuels petits garçons qui finalement ne peuvent pas agir s'ils n'ont pas ce soulagement physique de l'éjaculation. Je pense que c'est une facilité que les hommes se sont donnée.
Alors, on parle là des relations hommes-femmes. Il y a aussi des rapports sexuels qui se font sans les hommes. Aujourd'hui, les jouets sexuels ont été largement démocratisés par des séries, notamment, je pense à Sex and the City. Mais depuis, le marché, les produits ont beaucoup évolué. On parle désormais de sextech et de plus en plus, des femmes dirigent les entreprises de ce secteur. C'est un reportage d'Hélène Gainsford et Nina Masson. Regardez. C'est l'une des institutions du très chic quartier du Marais à Paris. Une boutique entièrement dédiée au plaisir. Ici, on veut faire tomber les tabous autour de la sexualité. Bonjour, bienvenue chez Passage du Désir. L'idée, c'est d'avoir des magasins qui sont ouverts, qui sont bienveillants, sans avoir ce côté un peu sombre, un peu caché, un petit peu honteux, que pouvait véhiculer l'image des sex shops. Ici, des jouets intimes, mais aussi des objets de bien-être, dont l'esthétique et les usages ont profondément évolué ces dernières années. En écoutant le consommateur, la consommatrice, on a réussi à aller vers des choses qui sont beaucoup plus épurées, avec un design beaucoup plus rassurant. Et le marché est colossal. Il se chiffre à plus de 36 milliards d'euros dans le monde en 2025 et pourrait dépasser 52 milliards d'euros d'ici 2030. Sur les 5 dernières années, l'industrie de la sextech a connu une croissance bien plus forte que lors des 5 précédentes. La raison la plus évidente, c'est le Covid. Avec l'émergence d'une vraie épidémie de solitude et d'une dépendance accrue à la technologie pour créer du lien. Face à une demande en plein essor, de plus en plus de femmes lancent leur propre marque. C'est le cas de Lucie Solal, fondatrice de Bouche Bée il y a 3 ans. Elle s'appuie sur son expérience d'ingénieure en électronique pour concevoir ses produits. Pour elle, tout se joue aussi dans le design et l'expérience utilisateur. Déjà, il n'y a aucun compromis sur les matières. On est sur du silicone médical, mais on a vachement travaillé sur la douceur et des couleurs un peu pastel, des designs qu'on peut poser sur sa table de nuit sans honte et sans avoir peur que ça évoque tout de suite quelque chose. Des produits qui évoluent tout comme leur clientèle. Désormais, de plus en plus de couples franchissent le pas ensemble. Il y a toujours eu ce tabou d'avoir le sextoy comme quelque chose d'émasculant, alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec Bouche Bée notamment, on arrive à rendre les sextoys comme plutôt une preuve de bonne communication, une preuve de complicité dans le couple, une preuve de lifestyle un peu évolué. Mais dans la sextech comme ailleurs, les obstacles restent les mêmes. En France, les femmes représentent 28% des fondateurs mais ne captent que 4% des financements. Un secteur en avance sur les usages, mais toujours en retard sur l'égalité. Catherine Blanc, est-ce que vous diriez que les jouets sexuels ont libéré la sexualité féminine ou masculine ? Alors, féminine, effectivement, ça leur a permis de s'approprier le droit de questionner leurs possibilités sexuelles sans que ça passe toujours par la découverte ou l'entreprise d'aventure masculine qui vient fouiller le corps féminin. Chez les hommes, ce que j'ai observé moi dans le cadre de mon cabinet, c'est plutôt une remise en question quant à leur toute-puissance, puisque un autre pénis joliment posé, délicatement posé sur une table de chevet peut faire le job beaucoup mieux. Ce qui a obligé les hommes à essayer de comprendre, bien sûr, comment fonctionne ce corps féminin finalement. Et donc, c'est assez déstabilisant, d'où le fait que certaines femmes en achètent, mais les cachent, pour ne pas venir justement les mettre dans le cadre, s'interposer dans le cadre de la relation. Est-ce qu'on pourrait parler de prise de pouvoir, Emma ? Prise de pouvoir, oui, dans la mesure où effectivement on n'est plus dépendante de ce que l'homme connaît de nous ou non, qu'on soit capable de nous-mêmes d'obtenir du plaisir et de l'obtenir en plus beaucoup plus rapidement que quand on est avec un homme, est effectivement quelque chose qui vous fait vous sentir beaucoup plus en pouvoir de vous-même parce que votre plaisir ne dépend que de vous-même et en ce sens-là, je pense que c'est effectivement c'est un grand pas en avant. Après, moi, je pense qu'il y a un retour de karma et une justice divine, c'est que quand les hommes commencent à devenir un peu plus vieux et qui ne peuvent plus compter sur leur érection, brusquement, on les voit s'intéresser aux préliminaires, au cunilingus, aux doigts. C'est-à-dire que finalement, la vieillesse serait peut-être une bénédiction pour les hommes comme elle l'est pour les femmes. Est-ce qu'on peut pointer une forme de responsabilité des médias ? Je dis médias au sens très large, c'est-à-dire aussi bien les réseaux sociaux avec la forme d'addiction que ça produit, mais aussi le porno avec une espèce de
compétition vers l'extrême qui s'impose à travers ces images pour des gens très jeunes et qui n'ont aucune expérience ou très peu d'expérience de la sexualité? Bien sûr, comme je le disais avec le titre de mon livre, on devrait aller dans la sexualité tranquille, sans référentiel, parce que de toute façon, intuitivement, dans le symbolique, nous trouvons les référentiels pour aller vers notre sexualité. Or, on parle beaucoup de sexualité, on légifère la sexualité. Il n'y a aucune créativité possible dans la pornographie, c'est-à-dire qu'on a des images déjà faites, on ne peut pas les rêver, on ne peut pas les fantasmer, elles sont déjà proposées, et la pulsion sexuelle a besoin d'une pulsion de vie, c'est-à-dire une pulsion agressive, c'est-à-dire aller pénétrer le monde, pas que les hommes qui pénètrent des corps, c'est pénétrer le monde, pénétrer ses émotions, et on voudrait que ça soit doucereux, sans violence aucune. C'est bousculant, et c'est de la violence exprimée aussi, la sexualité. De la violence exprimée. Qui ne la légitime pas. Hein. Absolument, mais une violence exprimée qui, effectivement, se nourrit de la société et s'interroge autour de la société. On a vu récemment que la définition du viol a changé avec le consentement qui s'est ajouté à ça. Emma Becker, est-ce qu'il faut un peu driver, un peu encadrer la sexualité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes à produire et d'autres à éviter? Ah non, moi je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense au contraire que cette tendance récente à vouloir moraliser l'imaginaire sexuel, polisser cette violence dont vous parlez très bien et à très juste titre, qui est présente dans la pulsion sexuelle. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle en elle-même a quelque chose d'antisocial. Il s'agit de prendre son plaisir aux dépens de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la violence forcément dans la relation sexuelle, mais cette pulsion-là a quelque chose de violent. Et je pense qu'il faut partir en sexualité comme on part avec sa machette et son casque en disant qu'on va faire des mauvaises rencontres, mais qu'on en fera de très belles aussi. On parle beaucoup de sexe, vous avez raison, mais on ne parle plus de plaisir. On parle beaucoup de sexe dans ce que ça a de revendications politiques, identitaires, les questions de consentement, tout ça. On ne parle plus de plaisir, de ce qu'il y a de fédérateur dans la sexualité, le plaisir qu'on pourrait prendre avec la rencontre de l'autre. Donc le plaisir, c'est important. Merci beaucoup Emma Becker pour ce mot de la fin très positif. Merci également à vous Catherine Blanc. On est obligé d'en rester au prolégomène de cet entretien parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Mais bien sûr, on peut poursuivre cette conversation sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.france24.com. Merci encore Catherine Blanc, merci Emma Becker et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.